Alors bonjour Sensei James. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre dojo à Langres. C'est un grand honneur de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et on va déjà commencer par se tutoyer parce que Sensei, Jean, ce machin, c'est pas trop mon truc. Donc appelle-moi Jenny et puis tutoie-moi, c'est ravi. D'accord, bon, je veux bien me tutoyer. C'est vrai qu'on se connaît un petit peu par l'intermédiaire de ton site et puis de ton forum. Donc on a sympathisé sur le forum, c'est pour ça, c'est pourquoi tu m'avais proposé de venir à Langres, donc je suis très content que tu viennes. Et je suis d'autant plus content que tu acceptes cette interview. Donc on va commencer. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner un peu ton parcours pour les gens qui ne te connaîtraient pas? C'est un parcours un peu atypique. Bon, j'ai commencé le karaté à 12 ans. J'en ai 39, donc ça fait plus de 25 ans maintenant que je pratique. J'ai commencé par, je dirais, un parcours classique de sportif. Pendant 10 ans, j'étais à la FMA. Donc là, c'était une pratique très axée sur la compétition. Ensuite, j'ai quitté la FMA pour rejoindre une fédération traditionnelle, où là, j'ai eu accès à l'enseignement d'un grand maître qui est Nishiyama. Et à la suite de son décès, il y a 3 ans, j'ai quitté parce que l'ambiance et le travail, surtout l'ambiance et l'administratif nous poussent à faire des changements. Donc j'ai quitté cette association et pour me réinscrire dans une autre fédération du sport où je suis depuis 4 ans. Donc actuellement je suis 5e dan et ma pratique est restée essentiellement basée sur le travail du Nishiyama. Au-delà de ça, je fais un peu de compétition. J'ai dernièrement fait le championnat du monde Shotokan à Lens-le-Saunier. Et pour une fois que c'était en France, donc j'ai pu y participer grâce à l'invitation qu'on m'avait donnée. Et j'ai fait 3e au championnat du monde. Donc c'est le plus haut résultat que j'ai fait. J'ai fait les championnats de France de la fédération de la FST l'année dernière où je me suis lancé un petit défi, c'est-à-dire que je voulais faire la compétition mais sans m'entraîner pour. Et je ne voulais pas être marqué. Je voulais gagner tous les combats à 0. Et j'ai réussi mon pari et j'ai fait le champion de France kata et le champion de France combat sans perdre un seul point. Donc avec 5 ou 6 combats, j'ai dû marquer une trentaine de points sans en prendre. C'était mon objectif à moi. Donc voilà, donc c'est-à-dire je peux faire les résultats en compétition, mais ce n'est pas ma motivation principale. Ma motivation principale, c'est surtout le travail de fond et puis bon, un petit peu de compétition de temps en temps. Et puis voilà. Je dis encore, j'ai travaillé dans la sécurité pendant pas mal de temps. Pour mon service militaire, j'ai aussi eu accès, j'ai incorporé des brigades de style GIPN, etc. pour voir un peu ce que ça se passe, comment ça se passe. Et j'ai eu un peu d'expérience comme ça de CS, de maintien de l'ordre, etc. Donc j'ai un petit peu touché à ce niveau-là. Et bon, c'est quand même très différent. Quand vous travaillez dans ce genre de corps, il y a des protocoles, des procédures, etc. Vous ne faites pas n'importe quoi. Le 1 contre 1, par exemple, on n'apprend pas le 1 contre 1 dans la police. Hein. C'est toujours un 3 contre 1. C'est des protocoles très, très verrouillés, etc., etc. Donc j'ai un peu travaillé là-dedans aussi. Et surtout, le fait de suivre Sensei Nishiyama, c'est ça vraiment qui m'a apporté la base de travail qu'il a fait. Comment j'avais remarqué, j'ai vu sur ton forum, pas sur ton forum, sur ton site, dans ta biographie, que quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, tu avais des problèmes de santé et apparemment que le karaté t'avait fait du bien d'un point de vue physique. Est-ce que tu pourrais nous parler Alors ça, c'est ce que peut apporter le karaté? Ça, c'est vraiment une énigme. C'est vraiment une énigme parce que quand je suis né à La Réunion, je suis arrivé en France vers l'âge de 9-10 ans. Et c'est vrai que lorsque je suis à La Réunion, j'étais malade. J'étais un enfant malade. J'ai passé pratiquement 2 ans à l'hôpital. En tout, pas 2 ans d'un coup, mais de façon alternée.
cardiaque, j'avais un souffle au cœur, j'avais du rhumatisme articulaire. D'ailleurs, j'ai encore une malformation qui est plus actuelle, je suis presque considéré comme un infirme. Et arrivé en France, beaucoup de choses se sont un petit peu atténuées. Certains médecins disent que c'est peut-être aussi à cause du climat. Et puis on va à Réunion pour montrer que moi, semblait en France que certaines choses sont améliorées. Mais par contre, c'est vrai que j'étais du coup pas mal formé, mais j'avais à la Réunion, j'avais une moquerie qu'on faisait qui disait petit cul gros tête, petit cul grosse tête. Parce que j'avais un peu le corps comme ça déformé, j'étais très fin en haut, la tête par rapport disproportionnée, etc. Parce que ma musculature et mon corps n'étaient pas uniformes. Et avec le rhumatisme, etc. Donc, c'était un peu difficile. Et lorsque je suis arrivé en France, donc ma mère est venue en France avec ses 3 enfants, son père aujourd'hui, de par ces complexes, ces trucs, ce sentiment d'infériorité, j'étais devenu très agressif. On ne pouvait pas me taquiner en me disant petit con, je sais pas, n'importe quel primade d'enfant, on fait tous à l'école l'un l'autre, je le prenais au premier degré et je rentrais dedans. Donc c'était clair et net, on pouvait rien dire. J'étais hyper agressif et j'étais bagarre, j'avais des bagarres toutes les semaines. Donc là, ma mère a dit stop, ça suffit. Et elle a eu cette intelligence de m'emmener faire du karaté, justement. Elle me dit, ben voilà, on va le canaliser. Et donc les bagarres, on va surtout pas le faire la bagarre. Et maintenant, elle a dit au contraire, je vais lui. Et moi, je me suis dit, c'est super, en plus, maintenant, quand je vais me battre, je vais avoir la classe. Je vais bien le faire. Donc, évidemment, moi, j'y suis allé enchanté. Et là, heureusement, je suis tombé sur un prof exceptionnel, qui est devenu en quelque sorte un peu mon père par substitution, qui est Hamel Malraux. Un premier dame, un gars qui avait l'expérience incroyable, et surtout qui avait une philosophie, et vraiment, pour moi, ça reste aujourd'hui mon maître. Bon, il a arrêté, moi, il est dans le yoga. Et c'est quelqu'un qui m'a regardé complètement. Et vu que j'avais quand même certaines compétences physiques, etc., j'ai vraiment vite évolué, vite progressé. Et surtout recadré. Et puis après, j'ai plus bagarre, tout ça. Vraiment, ça m'a complètement transformé. Donc, au niveau de la mentalité, c'est clair que ça m'a aidé. Au niveau physique, déjà, mon corps s'est retransformé, etc. Maintenant, dire que c'est essentiellement le karaté qui a fait ça, je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, la pratique sportive m'a fait un bien fou. Et c'est vrai que le karaté, le souffle, le machin, la respiration, etc., m'a fait qu'améliorer ma condition physique. Mais lorsque plus tard j'ai eu recontact avec mon père, et je lui ai dit j'étais prof de karaté, il n'en revenait pas. Quand je partais de la Réunion, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, même le médecin avait dit à ma mère, une phrase terrible, il a fallu le tuer, c'est-à-dire ne vous attachez pas à lui. Quand un médecin dit ça à sa mère, bon, elle a fait l'étranger, elle dit c'est pas un petit toutou là, c'est mon enfant. Et les médecins, à 23-4 ans, ils étaient tous persuadés que j'allais y passer. Donc c'est vrai que 15 ans après, je deviens prof de karaté, je deviens champion de machin, dans tout truc. À la Réunion, ma famille qui était restée là, mais ne m'y croyait pas. Donc maintenant, est-ce que c'est au karaté? Peut-être quelque chose là-dedans, mais je ne suis pas médecin pour l'affirmer. Mais en tout cas, c'est clair que ça m'a aidé. En tout cas, la pratique sportive, c'est beaucoup plus. En tout cas, ça a canalisé. Ça contribue à mon développement, et le cœur aussi, c'est fait le truc. Les rhumatismes, j'en avais plus. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré, tout ça. Et puis le fait que quand tu étais à la Réunion, que les enfants avaient tendance à se moquer, tout ça, tu peux avoir des problèmes de confiance en soi. L'agressivité vient du fait qu'on n'a pas confiance. Une fois qu'on acquiert la confiance, l'agressivité descend. C'est pour ça que dès lors qu'après j'ai commencé à faire. Et la petite anecdote, c'est que la première compétition que j'ai faite, j'avais fait un petit article et tout, on avait fait un article sur moi dans le temps, mais ça remonte. Et j'avais gagné les deux compétitions, kata et combat. Donc après, j'étais très heureux. Donc, et là, tout de suite, même mon relationnel avec les autres a changé.
puisque j'avais plus ce complexe d'infériorité. Quand je me bagarrais, c'est uniquement pour prouver aux autres que je n'étais pas inférieur. Dès lors qu'après, vous êtes conscient que ça va, vous n'êtes pas plus nul qu'un autre et que vous avez confiance en vous, et vous n'avez plus besoin de le prouver à tout bout de champ. Donc, ça dans ce côté-là, heureusement qu'il y a pas en tête. Si j'avais fait du basket, ou un basket par exemple, c'est pas dit que ça aurait enlevé ce complexe-là. D'accord. Et la compétition, tu as un parcours qui est quand même plus qu'honorable en compétition. Est-ce que la compétition, pour toi, dans le karaté, est-ce que c'est un passage obligé? Non, je pense pas. Honnêtement, en plus ça va dépendre de quel style de compétition, mais la compétition pour moi c'est juste un jeu où à un moment donné on va se mettre en confrontation avec quelqu'un. C'est pour faire un petit bilan, mais encore ça va dépendre de quel bilan on fait. Dans le sens où c'est surtout contre soi, c'est pas contre l'autre. Être capable de donner le meilleur de soi-même, ça c'est important de vérifier si on peut le faire. Donc, on peut le faire après, dans le club, dans un cours, tout ça. Je ne pense pas que ce soit obligatoire par la compétition. Mais malgré tout, je pense que c'est un plus de moi de faire l'expérience, d'aller se prouver à soi-même qu'on peut faire quelque chose. Ne serait-ce que de venir le matin et se mettre à 8h ou à 9h et se mettre en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas et d'avoir entre guillemets le courage d'y aller, déjà ça c'est une belle épreuve. Et ça en club, ça ne reste qu'en club ou qu'on ne fait autre chose, on ne l'aura pas. Donc la compétition, c'est pas une obligation, mais je pense que ça peut être un plus. Par contre, la compétition, au niveau de la confiance en soi, on ne risque pas d'avoir des problèmes inverses. Par exemple, quelqu'un qui tout le monde ne gagne pas, il y a des perdants. Bien sûr. Ça, je pense que c'est le rôle du prof. Ça, j'insiste beaucoup. Moi, quand j'emmène un élève en compétition, je m'en fous de son classement. Je m'en fiche s'il termine au premier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse se battre contre lui, qu'il fasse le meilleur de lui. Après, si la compétition, il y a ce jour-là des meilleurs que lui qui s'entraînent 10 fois plus, parce qu'il y a certaines compétitions où vraiment le niveau est pratiquement professionnel, voilà, il perd. Mais qu'il ose y aller, et qu'il travaille, et qu'il se prenne un 10-0 contre un champion du monde, c'est pas ça le problème. Ou même contre un champion départemental, c'est pas ça le problème. Par contre, qu'il ose y aller, et qu'il fasse son travail, qu'il surmonte sa peur, etc. C'est ça le travail. Et la confiance en soi, elle peut se travailler. Donc voilà, moi j'ai osé me mettre devant ce champion-là, et j'ai osé y aller. Qu'il perde, entre guillemets, ça va être normal. Mais le fait qu'il ait osé se mettre devant, ça, je pense que ça peut améliorer la confiance. D'accord. Alors, je reviens sur ton forum. Je suis tombé sur un fil de discussion qui était assez sympathique, où tu as posé une question. Tu as dit, si vous deviez dire qu'un mot sur ma pratique, ce serait quoi? T'as tout lu, hein? Ouais. Il est ressorti, j'ai repris dans le fil de la discussion, j'ai repris les adjectifs la plupart du temps qui sont sortis. Alors, il est ressorti méticuleux, consciencieux, optimum, pédagogue, convaincant, cohérent, soucieux, puissant. Alors, es-tu d'accord avec tous ces adjectifs? Mais si déjà je pose la question, c'est pas moi de répondre, d'une part. Et j'aimerais bien être d'accord. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit vrai. Parce que c'est vrai que c'était intéressant comme retour et ça faisait plaisir. Et est-ce que c'est vrai? Non, j'en sais rien, mais j'espère que c'est vrai parce que c'est pour ça que je travaille. D'accord. C'est pour donner cette impression, ou en tout cas pour être comme ça. Et pour quelle raison tu avais posé une question aussi déroutante? Parce que quand j'ai regardé un peu le fil de discussion, ceux qui répondaient avaient l'air de se dire, ils t'ont posé plusieurs fois la question, mais il n'a pas répondu. Non, parce que, en fait, c'est simple. Quand vous travaillez, vous exposez quelque chose, et on se dit, moi je travaille pour être puissant. Bon. Après, vous faites un truc, et les gens ils vous voient, et on se dit, mais est-ce que j'ai l'air puissant? Ou est-ce que ce pourquoi je travaille, c'est ce que je dégage comme sensation? J'avais jamais eu ce retour-là, je me disais, tiens, je vais leur demander sans donner de mots, et je vais voir si les adjectifs qu'ils me donnent
C'est les adjectifs que moi j'ai envie de faire passer. Et là, ça tombe même 2 fois plus, alors j'étais très content. Très content. D'accord. Et pourtant, tu poses des questions comme ça, on serait tenté à se dire, enfin, un débutant, on serait tenté à se dire qu'un expert comme toi, il a vraiment besoin de se poser des questions, de se remettre en question. Non. Déjà, le terme d'expert, ça, chaque fois, je ne me considère pas comme un expert, d'une part. Et si, il faut se mettre en question tout le temps. Moi, je m'interdis de me dire que c'est bon, que je suis arrivé. Le jour où j'arrêterai de me mettre en question, je pense que j'arrêterai de progresser, j'arrêterai de pratiquer. C'est une perpétuelle. Il faut avoir comme. C'est presque de la religion à un moment donné. Il faut avoir une foi en ce qu'on fait. Alors c'est très paradoxal. Il faut croire à ce qu'on fait. Mais il faut rester ouvert à d'autres idées et vouloir progresser. Parce que si vous êtes trop renfermé, par exemple, vous dites voilà, une technique c'est comme ça, rien d'autre, vous ne risquez pas d'avancer non plus. Par contre, si vous avez une croyance, une technique, un machin, quoi que ce soit, et entre guillemets, n'importe qui vous dit quelque chose qui vous l'a changé, ça ne va pas non plus. Donc il faut jouer avec le fait de quand même, à un moment donné, il faut avoir un socle où il faut être quand même sûr, parce qu'à un moment donné, à droite c'est à droite, et c'est plus à gauche un petit peu. À un moment donné, il faut quand même avoir des bases, se laisser libre d'esprit, ouvert d'esprit, mais ne pas non plus se laisser perturber par exemple, sur Internet, etc., il y a beaucoup d'intervenants qui font de l'interne, qui font des choses, qui font des trucs complètement différents, et vous dites, ouais, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas... Ok, mais il ne faut pas systématiquement dire, alors il faut que je change. Non, parce que chacun a ses critères, ses structures, ses objectifs, etc. Et pas tout est mélangeable, entre guillemets. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais voilà, il faut être sûr de soi, mais laisser la porte ouverte à des suggestions, etc. Un peu faire le tri, quoi. Il ne faut pas croire, quelqu'un vient, il dit dixième dan et vous dit ça, montre quand même. Dans la vie d'un karatéka, on pourrait dire que son karaté évolue au fil des années. Tout à fait. Oui, ça évolue, déjà, ne serait-ce que les envies, nos objectifs évoluent, tout ça, ça évolue avec. Mais cette évolution, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec le karaté traditionnel, dit traditionnel? Le problème, c'est ça, c'est que qu'est-ce que ça veut dire traditionnel? Le problème, c'est ça, le traditionnel, ça veut dire quelque chose qui bouge, enfin, qui est dans un arbre et qui ne bouge plus. Au contraire, la philosophie traditionnelle, lorsque j'étais dans la fédération traditionnelle, je me suis longtemps battu pour ce terme-là, parce que en réalité, le traditionnel, c'est un terme qui est verrouillé au niveau européen. Le CIO a reconnu le traditionnel au sein de l'ITKF. Donc, en principe, je parle d'un terme juridique, le mot est fort, mais un terme administratif, traditionnel, ne peut s'appeler traditionnel que les gens qui font partie de l'ITKF. Bon. Maintenant, tout le monde parle de traditionnel, ils disent que c'est, quand on va de compétition sportive à la touche, on fait du traditionnel. Le kion, kata, machin, c'est du traditionnel. Maintenant, c'est un terme qui, pour moi, ne veut plus forcément dire grand-chose. Maintenant, au sein de l'ITKF, par exemple, vous avez une tradition qui veut qu'à partir de ce grade, 5e, l'ITKF c'est International Karaté, IT, International Traditionnel Fédération. D'accord. Donc c'est la fédération que Nishiyama avait créée, donc qui a été déposée au CIO, qui n'est pas reconnu. Mais le CIO, lorsqu'il voulait faire un seul karaté, ils ont pris la RUCO, ils ont pris l'ITKF, ils ont dit réunissez-vous, l'ITKF étant la partie traditionnelle et la RUCO étant la partie générale. Donc ils ont, entre guillemets, reconnu qu'il y avait une distinction. Et réunissez-vous pour faire la WKF. Ça, c'est pas fait pour les raisons politiques que l'on connaît plus ou moins, totalement politico-machin, mais ça s'est jamais fait. C'est pour ça maintenant vous avez la WKF, mais qui devait intégrer l'ITKF, et ça s'est pas fait. Mais eux, alors dans leur politique, ils ont par exemple, à partir de déjà à partir de la 4e dan, il faut qu'on écrive quelque chose, et la 5e dan, c'est carrément en FFPD, il faut faire un mémoire, par exemple. Eux, c'est un mémoire, mais avec une question très simple. Qu'avez-vous apporté au karaté? Donc on est là.
qu'est-ce que j'ai apporté? Donc les gens, peut-être j'ai trouvé un bon cas, j'ai un livre. Et ça donne une base de données qu'après eux aussi ils l'intègrent, si on a ça pertinent, ils l'intègrent et font évoluer le karaté comme ça. D'accord. Donc même le karaté traditionnel est amené à évoluer. Voilà, même c'est dans la tradition de faire évoluer. D'accord. Donc c'est pas contradictoire, puisque même à la base, si on se dit qu'on fait du karaté traditionnel, on est censé à un moment donné apporter son édifice, apporter sa pierre, et dire moi ça fait 20 ans que je m'entraîne, et j'ai trouvé que tiens, quand on fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc on mélange les connaissances. Alors que des fois, dans des fédérations ou de trucs, vous avez un protocole ou un truc à respecter, et vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Alors je ne sais pas comment ça se passe à la commission des grades, qu'est-ce qu'ils en font de ces mémoires, je ne sais pas. Je sais qu'ils en discutent, après est-ce que c'est classé, est-ce que ça peut être une super source, je pense, de trucs, parce que écouter des gens qui font 30 ans aller au 6e dan, c'est intéressant, je pense, de tenir leur avis. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais au sein de l'ITKF, vraiment, ils le traitent et ils essaient vraiment de l'intégrer après pour essayer de le rediffuser général. Voilà. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de Maître Nishiyama, et de Maître, j'ai vu dans les forums aussi qui parle de Maître Kawazoe. Est-ce que tu pourrais nous les décrire un peu, nous dire ce que ça a apporté dans ton karaté? Pour faire simple, Nishiyama, c'est le Shihan, qu'on appelle le Shihan, le fondateur de l'ITKF. C'est l'ancien cofondateur de la JKF. Après, ils se sont séparés et il a créé l'ITKF. Et Kawazoe est un des instructeurs de l'ITKF. Un petit jeune encore, parce qu'il doit avoir 65 ans, quelque chose comme ça. Et comme c'est un petit gabarit, un peu comme moi, donc ça, je m'identifie beaucoup à lui, au niveau du visuel, etc. Donc Nishiyama, évidemment, c'est tout petit. Donc j'aime bien les petits gabarits, parce qu'on arrive un peu à faire s'identifier un peu, le gestuel, etc. Avant, quand j'étais très sportif, je m'occupais que de la forme. Avec sa visuelle, etc., avec sa fête, etc. Avec Nishiyama, c'est le premier maître que j'ai rencontré, parce que j'en ai quand même fait pas mal. J'ai fait Kaze, Ochi, Kanazawa, Shirai, tous ces gens-là, j'ai fait plein de stages avec eux. Mais ce que j'ai trouvé avec Nishiyama, c'est cette obsession de la biomécanique. De voir le mouvement, il part d'où, il va où et pourquoi, et ceci et cela. Et c'est le seul que je voyais donner des explications. On faisait des séminaires avec lui, pour faire un cours avec lui. Là, pour dire, je filme ça, j'ai eu l'autorisation de filmer, ce qui est très rare. J'ai au moins une dizaine d'heures de Nishiyama en stage. Et je ne donnais pas ça à tout le monde, mais il m'a fait l'honneur de m'autoriser à le filmer. Un stage de 8 heures, le week-end, j'ai pratiquement 6 heures de film. Et je ne filme que lorsqu'il parle. Alors, on voit bien. On ne va pas à un stage ou à un séminaire de Nishiyama pour transpirer. Non. Mais il donne. Et ça, vous allez chez n'importe quel maître. Il y a des grands maîtres, ils font des stages et ils se mettent au milieu et puis ils font. Et puis machin, vous faites ce qu'ils font. Mais voilà, ils foutent pas, tiens, ça part de là, ça machin. Non. Le seul qui peut vraiment donner des explications de qu'est-ce que je faisais et pourquoi je le faisais, c'est lui. Évidemment, c'est représentant en France, etc. Mais c'est dans cette école-là que j'ai trouvé ça. Et là, ça m'a fait faire un bond, parce que vous commencez à comprendre le pourquoi vous faites ça. Et quand on fait ça, pourquoi c'est pas bon, vous progressez immédiatement. Et c'est vraiment ça que cette école-là m'a apporté. D'accord. Alors, tu es considéré comme un très bon pédagogue. Peux-tu nous décrire ce qui est pour toi un bon professeur de karaté? C'est ça, à mon avis, ça c'est vraiment mon avis personnel, c'est juste quelqu'un qui arrive à faire passer la sensation. Parce que je trouve que le karaté c'est beaucoup de sensations, beaucoup de ressentis. Et ça, effectivement, j'ai peut-être cette faculté-là, de faire ressentir les choses, de trouver le petit truc qui fait que le mec va le sentir. Mais donc
En fait, un très bon karatéka peut être un très mauvais professeur s'il n'arrive pas à faire passer ses sensations à chaque fois. Ça, j'ai toujours dit. D'ailleurs, ça se en voit plein. Et il y a beaucoup de grands champions qui sont fait après à enseigner comme ça, parce que moi, je connais un copain, un ancien champion de France, etc. Il n'enseignait pas, il me dit, j'y arrive pas. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il va, il s'entraîne et les gars le suivent. Ils font comme lui. Mais il ne va pas. Voilà, donc il se sert de son énergie, etc., de son truc là, pour qu'il le copie, machin, ils travaillent ensemble, ils combattent ensemble, etc. Mais il ne fait pas de cours, il n'arrive pas à transmettre ça. On peut être un super grand champion, et d'ailleurs même des fois, ceux qui ont les professeurs de grands champions ne sont pas forcément eux d'anciens champions non plus. C'est juste des gars qui ont le truc, qui savent où appuyer, et là ils peuvent en faire des champions. Et il y a quelques champions qui ont fait des champions, mais c'est pas la règle. C'est pas la règle. L'un va pas. C'est deux compétences différentes. Quand les deux s'unissent, c'est super. Quand on a en plus peur du champion et qu'on a ce truc après à faire passer et qu'on arrive à faire passer, là effectivement c'est de très beaux résultats. En parlant pédagogie, tu utilises beaucoup les vidéos pour expliquer les techniques de karaté. Est-ce que la vidéo est compatible avec l'apprentissage du karaté? Compatible, oui, compatible. Oui, j'ai vu, ça a discuté beaucoup de ce phénomène, mais pour moi c'est un faux débat, parce que déjà, lorsque moi j'ai mis des vidéos sur les forums, etc., c'était surtout pour promouvoir le karaté de Nishiyama. Et voilà, on explique ça. Maintenant, si tu me dis est-ce que ça peut servir de cours ou de trucs comme ça, je dirais que ça va dépendre de beaucoup de choses. Si on regarde, là j'ai un copain à Paris, il est dans un grand club, un machin, genre tous les cours il y a 100 personnes. Ben, il me dit quelquefois, il passe 3 mois sans que le prof l'ait touché une seule fois, l'ait corrigé une seule fois. Ben, là il sera à la maison dans une vidéo, ça ferait quoi comme différence? Sans regarder objectivement. Même dans un cours, de 15-20 élèves, vous ne regardez pas systématiquement. Donc, la vidéo pour apprendre la forme, moi je dis, il n'y a aucun problème. Quelqu'un peut apprendre en vidéo. Puisque, c'est quoi? Il regarde et il fait. Dans le système pédagogique, on regarde, on a un modèle, on fait, et puis justement, ouais, on reproche quand même beaucoup à la vidéo l'absence de lien entre les élèves. Après, pour le fond, après, il faut un professeur. Mais au départ, pour la forme, je vous raconte une anecdote qui est très personnelle, c'est celui de ma femme. Lorsqu'on a démarré à se fréquenter, comme on dit, elle est venue avec moi régulièrement au cours. Donc pendant 2 ans, elle a assisté à mes cours. Elle n'avait jamais fait karaté. Pour la taquiner, je lui dis, vas-y, maintenant depuis le temps que tu regardes mes cours, tu dois être capable de me faire le kata. Elle s'est levée, elle a fait les 5 élèves. Elle n'avait jamais mis les pieds sur un côté. Et elle a fait les 5 élèves. C'est dû à une faculté, on appelle ça la mémoire ou la mémoire kinesthésique ou la vision kinesthésique. Ils sont capables de regarder et de faire en 3D et même de l'apprendre sans bouger, sans le faire. Les gens qui sont capables de faire ça. J'ai un petit peu cette faculté-là, mais moi il faut que je le fasse. Mais les gens qui sont capables de. Du coup, ça m'a diverti, j'ai fait une expérience. J'ai pris une dizaine d'élèves, je leur ai donné une feuille, un kata que je savais qu'ils ne connaissaient pas. Je leur ai montré une fois. Je leur ai donné la feuille et j'ai dit, vous ne bougez pas. Vous êtes comme ça. Et quand vous êtes prêts, vous levez, vous faites le kata. Il y en a 2 qui ont réussi. Parce qu'en principe, pour mémoriser, il faut faire le geste. Et il y a des gens qui ne sont même pas obligés de faire ça. Donc, maintenant, apprendre en vidéo, pour moi, ça ne pose pas de problème. Pour apprendre des choses, etc. En plus, ça dépend de quelle vidéo. Si la vidéo est vraiment explicative, etc., il y a aucun souci, on peut apprendre avec une vidéo. Et après, par contre, comme il faut la confrontation, il faut le truc avec le partenaire, il faut quand même les conseils profonds du professeur. Oui, mais ça c'est. Mais vous savez, il y a des. Je connais là des champions de karaté qui apprennent leur kata en vidéo et qui gagnent. Et donc la vidéo peut quand même permettre de. Alors j'ai vu que tu avais reçu en 2013
le Pukidor, le forum de Pour Info. Alors, peux-tu nous expliquer ce que ça signifie, cette distinction? Dans le temps, ça remonte 2003-2004, ce truc. Pendant toutes les années, quand je suis arrivé sur le forum CAI ou Kuhn, tous les fins d'année, ils élisaient des trucs. Il y avait une élection donc, du meilleur sujet, donc du sujet le plus pertinent, du mec le plus cool, du plus pédagogue. Donc il y avait des trucs comme ça et tout le monde votait. Et l'année où je suis venu justement, où j'ai montré les explications en vidéo, etc., ils m'ont tous élu prix pédagogue. Et comme j'avais fait des stages, on avait fait des rencontres multidisciplines, et donc j'avais fait des cours, etc., donc ils m'ont nommé ce truc-là. Mais honnêtement, ça m'avait fait plaisir, hein. J'avais mis j'avais mis dans la signature et tout, parce que c'était assez rigolo, je trouve. Et en plus, comme je suis arrivé sur le site, il y a quand même eu des petits conflits au départ, etc., et j'ai réussi un peu à tourner tout ça, et à faire qu'après ils m'acceptent et me traitent comme une autorité à un moment donné. Donc ça m'a fait plaisir. Le Pukidor pédagogue, ça m'a bien plu. Alors on connaît un petit peu mieux maintenant, comment on voit un peu mieux ton approche, on a une approche plus claire de ton karaté et de ton ouverture d'esprit. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait débuter le karaté? Pour débuter, il faut commencer. Et c'est ça qui est difficile. Il faut vraiment commencer, se prendre la peine de dire maintenant je commence. Et après il faut s'accrocher. Parce qu'au départ, on va me dire, c'est un peu chiant là. On arrive, puis il y a des questions, puis machin, puis on répète, et on est là, mais comment on s'en va? Parce que les gens veulent tout de suite. Ils veulent le truc, ils veulent savoir quoi c'est, le machin, ils veulent la mettre en application. Ils veulent savoir trop vite. Et actuellement, c'est ça qu'il faut qu'on temporise, et il faut qu'on arrive à gérer ça. Cette envie de ce qu'on appelle les maths de jour. Ils veulent des choses très rapides. Donc, quelqu'un qui démarre, il faut bien. Déjà, il faut qu'il ose commencer. Après, il ne faut pas qu'il soit coincé. Et il faut qu'il s'approche. Voilà. Est-ce que tu penses que l'image du karaté, par l'intermédiaire des médias, les films et tout ça, est-ce qu'on n'a pas une mauvaise image du karaté? Je sais pas trop. Je dirais les anciens films, oui, il y avait des trucs un peu stupides, ou des machins qui font des bons, des trucs. Mais là, je dirais les derniers films, je trouve que même l'effet contradictoire, quand on voyait des films comme Yamakasi, après tout le monde commençait à sauter dans la rue et ça faire n'importe quoi. Donc là, c'est le côté dangereux. Mais entre guillemets, quand il y a des bons films de karaté, ça peut au moins émettre une petite envie ou une petite idée, etc. Maintenant, c'est vrai que il y a tellement de tout au cinéma, il y a tellement de trucs. Des fois, le karaté, c'est violent, c'est que le méchant qui fait du karaté. Après, maintenant, il y a le karaté qui. Donc après, c'est le gentil qui fait du karaté. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre du film. Je ne pense pas dire que ce soit un truc global. Tu parles de faire des bons, tout ça. Moi, il m'est déjà arrivé un jour, un débutant, il voulait faire des bons de 2 mètres. Ouais. Et comment on peut leur expliquer qu'il y a une différence quand même entre ce qu'ils voient dans un film et puis ce qu'ils vont apprendre tous les jours? Souvent, on n'a pas grand-chose à voir. Oui. Moi, je dis, parce que ça m'est arrivé une fois, il y a un gamin qui est venu et m'a regardé comme ça. Tu sais sauter au-dessus d'un mur de 5 mètres? Non. Ah, mais tant pis. Et il est parti. C'est quoi? Pareil, ils ont un fantasme. Déjà, ce que je leur dis pour rigoler, je leur dis, mais tu sais que dans les films, ils meurent plusieurs fois. C'est pas la qualité. C'est dans la vie qu'ils meurent une fois. Ah bon, machin. Voilà. Il faut leur faire comprendre que effectivement, c'est pas la même chose. Le cinéma, c'est répété, c'est retravaillé, etc. Et c'est pour faire autre chose. Dans la vraie vie, c'est pour lui apporter la confiance, lui apporter de la technique, savoir se défendre, etc. Et pas forcément aller contre une bande de samouraïs, armés jusqu'aux dents, etc. Donc, oui, c'est vrai, mais bon, en général, une simple discussion peut leur faire comprendre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui voilà, si on n'est pas
capable de faire un salto au-dessus d'un anneau de 5 mètres, évidemment pas. Bon, tant pis. Alors, après, au sein même des arts martiaux, j'ai remarqué que le karaté Shotokan notamment, avait des fois une image un peu fausse on nous compare souvent à des bourrins qui sont tout le temps tendus. Comment on pourrait faire évoluer cette image? En leur montrant que c'est pas comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal, il y a beaucoup qui travaillent dans cette idée-là. Mais malgré tout, le Shotokan, c'est le tigre, c'est quand même une vitalité particulière. Après, si on compare le tigre et l'ours, qui par exemple, la grue ou le chutorio, on appelle la vitalité ours, c'est la vitalité tigre. Il faut malgré tout que l'on reste dans notre école, dans notre sensation. Après, il y en a qui ont peut-être poussé ça au paroxysme et fait exagérer. Hein. On parle toujours, et tu parles toujours du phénomène Obama. Obama, Nishiyama a expliqué pas mal de choses avec ça. C'est tout est dans l'exagération. Dès lors qu'il y a l'exagération, c'est devenu. Mais il ne faut pas perdre sa patrie, comme on dit. Le Shotokan, c'est malgré tout un tigre. C'est quelqu'un qui rentre dedans. C'est quelqu'un qui va aimer la confrontation, etc. Donc, on a les esquives, on a les absorptions, tout existe. Mais il ne faut pas avoir honte non plus de dire de temps en temps qu'on n'esquive pas, on reste en face et on cherche. Alors si vous parlez de ça à une école qui eux ne font que de l'esquive ou que de tournée ou que de l'absorption, ça va les choquer parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Moi, je dis par exemple, de temps en temps, des fois, par exemple, à un moment donné, moi ma hantise, c'est d'être agressé dans un train. Je ne sais pas si j'avais ce truc, une phobie du train. Genre, moi, le couloir comme ça, où je ne peux pas aller à droite, pas aller à gauche, parce que je suis un petit gabarit, moi, je ne peux pas m'amuser à arrêter un mec avec le doigt en disant stop, quoi. Bon, moi, j'avais besoin de bouger, aller à droite ou à gauche. Et je me dis, mais purée, si je suis dans un couloir comme ça et qu'on me fonce dessus, je fais quoi? Alors j'ai travaillé le fait de pouvoir bloquer sur place, de fond. Et c'est aussi un travail. Il ne faut pas avoir honte de ce travail-là. Se comparer aux autres, c'est bien, on peut leur prendre des choses, etc. Maintenant, il ne faut pas non plus dire, ben voilà, bon, ben, alors après, quand on exagère, on devient bourrin, mais c'est qu'il y a beaucoup aussi qui ont trop exagéré ça, ils ont le corps tendu, le machin, ça, ils ont mal compris cette chose. La contraction, c'est pareil. Si elle est bien placée, on a besoin de la contraction dans notre corps. Il ne faut pas en avoir honte. Par contre, c'est clair, si vous contractez du début de la technique jusqu'à la fin de la technique, ça ne va pas le faire. Donc effectivement, il y a beaucoup de mauvais Shotokan, peut-être, mais comme ceux qui critiquent ont aussi. Ceux qui critiquent sur le net, ouais, celui-là, il n'est pas relâché, il n'est pas ceci, mais même entre eux, ils en trouvent un ou deux modèles bons, tout le reste, ils ne le trouvent pas bon non plus. Donc, voilà. Sur Internet, je suis en train de vérifier, c'est que beaucoup de gens sur le clavier trouvent ceux qui sont sur l'écran très mauvais, alors que eux, on ne sait pas ce qu'ils valent non plus. Quoi. Mais effectivement, cette réputation de bourrin, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui l'étaient, d'une part, et de deux, ceux qui donnent cette réputation-là sont des gens qui pratiquent des choses complètement à l'antipode, donc c'est clair que vous fermez le point pour eux, vous êtes bourrin. Donc, pas avoir envie de ça. Alors certains pensent que le karaté est une pratique dangereuse. Quand on propose à quelqu'un de faire au karaté, oh non, c'est trop dangereux pour moi. Avec ton expérience de karatéka et d'enseignant, ton avis? Honnêtement, je pense que le karaté, il y a quelques années, je vois maintenant là, au sein de ma vie, je vois plein de 4e, 5e dames, ou des gens maintenant qui ont un certain âge, se faire remplacer la hanche, se faire remplacer ceci. Et les mecs, ils sont petits. Pas rassurer tout le monde. Non, pourquoi? Parce qu'ils ont été, ils ont pris un enseignement d'il y a une trentaine d'années qui n'était pas adapté. Les mecs, ils forçaient tout, ils exagéraient tout, et là, ça a allumé. Donc effectivement, le karaté mal pratiqué, ça peut être hyper dangereux. Mais maintenant, à une bonne vingtaine d'années, et là, il y a quand même des médecins qui se sont mis dedans, il y a des trucs, on ne s'entraîne plus comme il y a 30 ans, et maintenant on fait attention à son corps, surtout par exemple dans le travail de Nishiyama, il y a cette obsession permanente. Il a contrôler son corps, faire gaffe à son corps. Donc à partir de là, le karaté en tant que pratique physique est
vraiment, au contraire, c'est pas que c'est pas dangereux, c'est carrément bénéfique. Parce qu'on va faire attention à son dos, faire attention à ceci, faire attention à cela. Mais loin de là d'être dangereux. Moi, mes élèves, ils se plaisent beaucoup plus au foot qu'au karaté. Donc, pour toi, le karaté ne présente pas de risque majeur. Non, on peut s'en prendre une de temps en temps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, il y a des coups, on prend quand même un coup. On prend un coup, mais statistiquement, on en prend moins qu'au foot. D'accord. Donc, on peut rassurer les débutants. Non, c'est pas dangereux. Et ça vous évitera le taux d'évitement de s'en prendre une est supérieur. Le fait d'en s'en prendre une de temps en temps, puisqu'on apprend à ne pas s'en prendre une, de temps en temps il y en a une qui passe, mais je dirais. Et beaucoup me disent, le karaté c'est pas pour moi, je ne suis pas assez souple. Souvent quand on entend ça, le karaté, on va dire, faut être souple. Oui, non. Ah, la souplesse, quand déjà elle est très personnelle, et puis elle s'acquiert, et ça se travaille comme tout. Et comme je dis toujours, moi je ne suis pas exceptionnellement souple, et si je veux taper à la tête, d'abord je vais taper aux jambes pour que la tête elle descende. Je ne vais pas m'ennuyer, mais voilà, ça s'acquiert, et puis c'est pas, on n'est pas tous obligés de faire des coups de pied à la bande d'âme, etc. Non, la souplesse est personnelle, et par rapport à son besoin, beaucoup de karaté anciens n'ont pas le coup de pied au-dessus des hanches. Hein. Donc, non, il n'y a pas de raison. C'est pas Le karaté, c'est adaptable à tout le monde. Et donc, quel argument vous pourrait donner à un débutant pour qu'il pousse la porte d'un dojo pas spécialement chez le camp, mais voilà, un dojo, karaté. Que ça pourrait se faire partout. La confiance qu'il peut acquérir en karaté, ça se transposera dans sa vie. C'est surtout ça le fait de se concentrer, de toutes ces qualités qu'il va acquérir en karaté pourront le savoir dans sa vie. Moi, ne serait-ce que moi, je le vois à l'heure actuelle, quand j'ai des réunions professionnelles, etc., de faire vraiment des choses qui m'agacent où j'ai envie de m'emporter, etc. Le simple fait de dire non, tu te calmes, tu respires, tu gères tout ça, tu laisses passer. Ça, je pense pas que j'aurais pu le faire si je n'avais pas ces principes maintenant. Il y a vraiment ce qui est bien avec le karaté, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont transposables dans la vie. Et ça aide vraiment. Et ça aide beaucoup. Bonjour. Alors, je sais plus où j'en suis. Donc, tu enseignes un karaté traditionnel. Beaucoup de débutants voient dans le karaté que la partie combat. Qu'est-ce qu'on pourrait. Enfin, quel est d'après toi le type d'entraînement qui semble le plus important entre le kion, le kata et le kumite? Personnellement, je ne sépare pas en fait. Pour moi, le karaté, c'est avant tout de la self. Dans le sens protéger son corps, donc c'est du combat. Le kion, que ce soit le kion, le kata, c'est pour amener le combat. Si on ne fait pas de combat, on ne fait pas de confrontation, on ne fait pas de karaté. Maintenant, si on fait du kion, juste pour faire du kion, ça rien. Le kion, c'est toujours dans l'objectif de faire quelque chose, en application. À quoi ça sert? Pourquoi je mets le coude là? Pourquoi je mets le poing là? Pourquoi mon épaule ne va pas? Ça a bien raison, c'est pas juste pour faire joli. Je dis, quand on est centré sur un coup de poing, c'est pas parce que c'est bien d'être centré, non, parce qu'il y a quelqu'un qui va frapper. Bon. Pour moi, cette distinction, non. On a une trilogie, je dirais, pédagogique qui date. On a choisi de faire cette forme d'apprentissage, kion, kata, pour amener au kumite. Maintenant, les séparer, je trouve que ça n'a pas de sens. Après, on peut les spécialiser. Quand on fait de la compétition sous-nommée à la touche, vous n'allez pas vous entraîner au kata. Par contre, si vous voulez être un karatéka entre guillemets complet, et quand je parle de combat dans ce sens-là, je parle de combat de confrontation réelle. Je ne parle pas d'arbitrage, de trucs à la touche, non. C'est être juste capable d'avoir une confrontation. Pour moi, l'entraînement au kion, qui sert à préparer le corps, à se stabiliser, etc., est tout aussi important que la confrontation elle-même. On prépare son corps, et après on va l'utiliser. Mais si vous l'utilisez directement, vous risquez de casser. C'est comme une lame. Quand moi je dis les kions, les katas, c'est le truc qu'on va
on va aiguiser la lame, et après, la confrontation, on va l'utiliser. Et si vous ne préparez pas votre lame, vous mettez un coup et puis ça va tout de suite. Mais je ne sépare pas trop. Pour moi, tout est axé au combat. Ça sert au combat. On a un peu répondu à toutes les questions que je m'étais posées après concernant le kata, l'unité, et puis le kion, comme quoi c'est une trilogie, quoi. Il faut travailler les trois, qu'il y a des passerelles entre chaque, donc c'est bien. Je pense qu'on va en rester là. On a appris beaucoup de choses. Donc, je te remercie. C'était très instructif. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Donc là, on va faire notre stage tout de suite. Donc, et puis après, c'est des questions pas après le stage. Voilà, le stage. Ben, merci bien. Et puis, je ne manquerai pas de te réinviter après sur Langres. Si on fait des interviews à ce moment-là. Ça marche. Merci. Allez, à tout de suite.